Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons Christopher Gigez, membre du gouvernement en charge notamment du tout nouveau Conseil de la famille. Thierry Bellemont. Bonjour Christopher Gigez. Bonjour Thierry Bellemont. Vous héritez finalement d'une fonction très importante, la famille, où il y a de grandes attentes, notamment avec la petite enfance. Justement, on va commencer par là. C'est notamment dans ce secteur-là les crèches agréées, trop chères pour les parents, mais pas assez pour assurer l'équilibre des structures. Quelles réformes pourraient être mises en place dans ce secteur dans le cadre du Conseil de la famille? Oui, vous avez bien rappelé l'équation, Monsieur Bellemont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les parents, les crèches sont considérées comme trop chères quand ils arrivent à trouver une place en crèche, parce que là, on a aussi ce problème-là de trouver une place en crèche pour les parents qui souhaitent placer leur enfant. Mais les structures, et vous avez reçu le président de l'UPPE il y a peu de temps, disait que en fait, le coût de revient est 26% inférieur par rapport à ce qui devrait être, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation financière qui est extrêmement compliquée. Ils n'arrivent même plus à avoir de prêts bancaires, ils n'arrivent plus à avoir de suivi des banques ou de différentes structures pour poursuivre leur activité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire tout d'abord, c'est qu'on s'est rencontrés dès ma prise de mandat, dès la première semaine, j'ai souhaité rencontrer l'UPPE pour leur proposer justement d'inscrire cette thématique au Conseil calédonien de la famille pour trouver des mesures rapides à mettre en place. La première mesure que je présenterai au Conseil calédonien de la famille, vous savez, 53% des postes de dépenses des crèches, c'est la masse salariale, c'est le personnel. Jusqu'à présent, ils disposent d'une exonération de charges sociales sur leur structure. Généralement, on attend la fin de l'année pour leur accorder, leur renouveler cette opération. Je présenterai dès avril une loi du pays au Conseil calédonien de la famille, ensuite au gouvernement et par la suite au Congrès, pour leur donner cette visibilité pour la poursuite de cette exonération de charges. L'exonération de charges sociales, ce n'est pas suffisant. Non, on est d'accord, il faut une vraie politique de la petite enfance. Tout à fait. Mais vous savez, il y a des mesures d'urgence et il y a la politique de petite enfance. Sur l'exonération de charges sociales, c'est une mesure d'urgence. Ensuite, sur la question de la réglementation, et le président de l'UPPE le disait très bien, c'est une réglementation aujourd'hui qui date de 1961, avec finalement qui est totalement obsolète. Aujourd'hui, il faut réussir à les accompagner à la fois sur les coûts de journée, comment on arrive à réduire leurs coûts pour qu'ils soient plus rentables, mais également comment on arrive avec des dispositifs, que ce soit des crédits d'impôt pour les structures ou pour les parents, ou des aides directes aux structures pour baisser le coût ou leur assurer une solvabilité financière. C'est tout ça qu'on doit travailler ensemble avec les membres de la commission petite enfance et qu'on définisse une vraie politique de la petite enfance en Nouvelle-Calédonie. Parce que si on continue comme ça, on va se retrouver sans crèche et les parents pourront plus faire garder leurs enfants. Et si vous me permettez juste de finir, il y a trop de parents qui ont un petit revenu qui sont dans l'obligation d'arrêter de travailler pour faire garder leurs enfants, parce que finalement, quand on touche 150, 200, 250, 300 et qu'on doit payer pour 2 enfants 70 000 à 80 000 francs, il faut mieux parfois arrêter de travailler. Ça, c'est pas acceptable. C'est ça, parce qu'il y a eu 2 audits qui disent en gros qu'il faut augmenter le prix des crèches pour que les structures soient à l'équilibre. Finalement, les crèches, c'est quoi? C'est pour des parents qui ont les moyens. Ça veut dire que les parents modestes, aujourd'hui, n'ont pas accès à ces structures-là. Il faudrait que ça change? Il faudrait que ça change. Il y a une structure qui est gérée par la Croix-Rouge qui propose des tarifs en fonction des revenus des parents, mais cette structure de la Croix-Rouge, et j'étais avec la directrice encore hier après-midi, bénéficie d'une subvention, donc peut se permettre d'avoir des tarifs différenciés. Ensuite, les autres structures qui sont des structures privées ont une exigence de rentabilité. Il faudrait plus de structures comme celle de la Croix-Rouge qui bénéficient de subventions publiques? Il faudrait plus de structures, et je vous dis, j'ai visité 3 crèches vendredi dernier, 3 crèches différentes, une sur Magenta, une sur Rivière-Salée et une d'une plus grande importance à Auteuil-Normandie. Sur celle de Rivière-Salée, la problématique, elle est simple. Enfin, elle est différente des autres structures. Le coût du mois est de 70 000 francs. Elle assure juste sa rentabilité avec 70 000 francs, mais si elle augmente, dans le quartier de Rivière-Salée, qui est quand même un quartier populaire, si elle augmente, elle perd tous ses clients parce que les personnes n'auront plus accès à ce dispositif. Donc il faut qu'on arrive à trouver, et avec les provinces et avec les autres collectivités, un moyen pour permettre aux personnes à faible revenu d'accéder à ces crèches et de pouvoir continuer à travailler et pas rester à la maison. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont là. L'Union, justement, des professionnels de la petite enfance, l'UPPE, disait
qu'il y avait des propositions, qu'ils avaient des propositions dans leur valise. On vous les a fournies. On se dirige vers quoi alors ? On se dirige déjà on va faire une première commission petite enfance au tout début du mois d'avril où chacun fera ses propositions. Il y a une aide au repas qui est proposée par l'UPPE. Et je suis désolé, c'est le secrétaire que vous avez reçu. Oui. La présidente, c'est Madame Claudia Tobelman. Mais cette aide au panier, cette aide au repas peut être une solution finalement pour assurer la solvabilité des crèches et permettre de réduire le coût pour les parents. Mais aujourd'hui, le fait que je reviens parce que c'est très important, sur le fait qu'il n'y ait pas de perspective pour ces structures de petite enfance, et c'est ce qu'on souhaite leur donner dans ces travaux du Conseil calédonien de la famille, on n'arrive plus à avoir des nouvelles crèches qui se créent en Nouvelle-Calédonie parce que finalement, les banques n'ont plus confiance dans ce dispositif, dans ce secteur d'activité. Il faut qu'on arrive à redonner une visibilité, une confiance sur ce secteur. Donc on l'a vu, l'enjeu est important, aider les crèches, mais aider aussi les familles, et notamment les familles modestes. On va s'intéresser maintenant à la protection de l'enfance. On pense tout de suite aux mineurs, aux images qu'on a vues, au cambriolage, etc., à ces jeunes qui sont désorientés. Les protéger, c'est un objectif. Comment faire ? Là aussi, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, ce secteur de la protection de l'enfance. Et vous savez, quand j'ai lancé le Conseil calédonien de la famille, j'ai fait le tour des différents membres, et notamment des collectivités, qui m'ont demandé justement d'inscrire, et je comptais l'inscrire, le thème de la protection de l'enfance. Parce qu'on a un secteur de protection de l'enfance où finalement beaucoup de choses se font, mais sont mal organisées et ne sont pas réglementées parfois. Je prends la question des familles d'accueil pour placer des mineurs qui sont soit en danger, soit des mineurs délinquants. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est sur le bureau du gouvernement depuis de nombreuses années. On a relancé avec mon cabinet et avec la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ce texte pour les familles d'accueil pour accueillir les enfants en danger. Donc il y a à la fois une question de sécurisation des enfants. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a un taux de violence familiale qui est 3 fois supérieur à celui de la métropole. C'est pas acceptable. Donc il faut qu'on travaille à la fois avec les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces qui ont une compétence importante en matière de protection de l'enfance, des associations et des responsables de l'État pour apporter des solutions concrètes sur ce secteur. Des solutions concrètes, c'est quoi ? C'est avoir plus de structures aujourd'hui qui puissent accueillir ces jeunes qui sont en danger ? Il faut à la fois plus de structures pour accueillir ces jeunes. Plus de structures, ça veut dire plus d'éducateurs. Il faut plus d'éducateurs et finalement ça coûte cher et c'est pour ça que c'est important de mutualiser les moyens entre les collectivités pour apporter des réponses concrètes sur ce sujet. Et ensuite, il y a la question de la responsabilisation des parents. On a eu un débat sur le couvre-feu au Congrès, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est des propositions de groupes politiques. Pour ma part, j'y suis favorable pour une période transitoire. Philippe Dunoyer, le député de la première circonscription, a d'ailleurs interrogé l'État à ce sujet. Il semblerait qu'il y ait consensus entre les loyalistes. Nous, les Républicains calédoniens, on a déposé un projet de résolution sur le bureau du Congrès, justement pour interdire aux mineurs de moins de 16 ans de traîner le soir dans les rues. Mais la question de la responsabilisation des parents est importante. Et moi, ce que je souhaiterais, et c'est ce que je proposerai au Conseil calédonien de la famille, c'est qu'on puisse proposer un contrat de responsabilisation des parents au moment où on accorde les allocations familiales, car c'est inadmissible d'avoir des enfants qui traînent dans la rue après 20h, après 22h, des gosses de à peu près 13 ans. Donc ce contrat de responsabilisation des parents et qui pourrait entraîner une suspension des allocations familiales sera proposé au Conseil calédonien de la famille et s'il est accepté, sera proposé au gouvernement et au Congrès. La responsabilisation des parents, ça rime automatiquement avec sanction. Christopher Gigès, est-ce que la sanction s'applique dans tous les cas ? Il y a ces familles qui sont désorientées, ces familles monoparentales, le président du gouvernement le soulignait également sur notre antenne hier. Quand est-ce que la sanction doit s'appliquer ? Quand est-ce que ces familles ont besoin d'aide ? Vous savez, il doit avoir sur un contrat de responsabilisation des parents et dans un plan de délinquance et dans toute mesure de ce type, à la fois de la prévention, de l'accompagnement et de la sanction. Il faut avoir les 3 volets, sinon le plan est inefficace. Donc sur la question de la prévention et de l'accompagnement des familles, il faut absolument qu'on puisse mettre en place des structures de
presque de formation de parents, parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a des parents qui ne savent pas être parents. Et finalement, là oui, quand on suspend les allocations familiales, ça ne servira à rien parce qu'ils ne seront pas accompagnés. Donc il faut qu'on mette en place ce dispositif d'accompagnement des parents, mais il faut cette sanction, car quand on est parent, on a aussi des responsabilités et il faut les assumer. Christopher Gigès, en continuant à en parler tout à l'heure à 7h05, notamment du dossier des personnes âgées. Un dossier important. Voilà, les téléspectateurs peuvent nous rejoindre à cette occasion. L'invité de la matinale sur La Première. Il est 7h06 et c'est l'heure de la deuxième partie avec notre invité. Nous recevons ce matin Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du tout nouveau Conseil de la famille. Et nous attendons vos questions comme chaque matin au 258-258. Thierry Belmont. Oui, on s'est intéressé à la petite enfance, à la protection de l'enfance avec notamment la protection des mineurs, les personnes âgées maintenant, Christopher Gigès. Là aussi, c'est un dossier important. Comment aujourd'hui favoriser une politique de bien-être, vous le dites vous-même, envers les personnes âgées? Ça commence peut-être aussi par... est-ce qu'il faut favoriser le maintien à domicile des personnes âgées? C'est une vraie question et on avait ce débat sur votre antenne avec les responsables de la SAMAD et de la Croix-Rouge sur la question du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. En fait, on a un constat, c'est qu'on a réussi un progrès extraordinaire dans toutes les sociétés, c'est qu'on a finalement donné des années à la vie et maintenant on doit être dans une politique de donner de la vie aux années et justement d'apporter un bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les associations, par la CAPA, par les fils d'argent. Il faut qu'on arrive à organiser tout ça et que les personnes âgées puissent avoir une vraie politique en Nouvelle-Calédonie, une politique de bien vieillir. J'ai eu l'occasion de... Des associations, je vous arrête un petit moment, des associations aujourd'hui qui sont un petit peu... qui tirent un peu la langue, puisqu'elles ont moins de subventions. Comment aider ces associations? Comment avoir une bonne politique dans un contexte budgétaire restreint, pour ne pas dire très restreint? Pour ma part, j'ai essayé de défendre au maximum les subventions qu'on a pu donner aux associations de personnes âgées, mais c'est clairement pas suffisant. On demande beaucoup à ces associations de participer au Conseil calédonien de la famille, de participer à d'autres politiques publiques qui sont lancées par le gouvernement. Et finalement, ils ont cette épée de Damoclès chaque année au moment du budget de savoir combien ils vont avoir de subventions et comment ils vont réussir finalement à assurer leur fonctionnement. Moi, ce que je pourrais proposer, c'est qu'on puisse prévoir une sorte d'autorisation d'engagement ou un programme pluriannuel sur les subventions que ces associations sachent combien elles vont avoir sur les 3 prochaines années pour pouvoir s'organiser et pour avoir une visibilité. C'est important parce que si on détricote le tissu associatif calédonien ou si on le supprime, on va finalement avoir des missions de service public qui ne seront pas assurées et ce n'est pas acceptable. Améliorer les structures qui accueillent les personnes âgées, c'est aussi un objectif du Conseil de la famille? Non, mais vous parliez tout à l'heure, et je ne vous ai pas répondu, excusez-moi, mais sur le maintien à domicile, il faut qu'on arrive justement à définir quand on doit maintenir à domicile et quand on doit mettre dans des structures de personnes âgées. C'est pour ça qu'on souhaite, avec les différents membres du Conseil calédonien de la famille, c'est de mettre en place des types d'appels à projets pour, après avoir fait un état des lieux des besoins, pour qu'il y ait en fait un partenariat public-privé association pour soit faire du maintien à domicile, soit faire dans des maisons spécialisées. Il est 7h10 sur La Première. Si vous souhaitez participer à cette discussion, poser des questions, donner votre avis, eh bien vous êtes les attendus au 258-258. Oui, le dossier des personnes âgées. Est-ce que finalement, ce Conseil de la famille, c'est pas un peu, Christopher Gigès, un fourre-tout? Ça aurait pu être un fourre-tout. Quand on s'est vu avec les membres vendredi dernier, normalement, le Conseil de la famille, c'est une instance de dialogue, de concertation, de palabres. Et au final, au vu des attentes qui sont exprimées par les différents acteurs des différents secteurs, on souhaite en faire une instance d'action. C'est pour ça qu'on a défini 3 thèmes bien précis que vous avez évoqués sur la question de la petite enfance, de la protection de l'enfance et du bien vieillir, pour qu'on sorte des actions très rapidement et qu'on réponde aux attentes. Oui, c'est ça l'objectif, c'est que de ce Conseil de la famille sortent de vraies propositions. Tout à fait.
Et Bruno Rouvière. Oui, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Christopher Gigès, des dispositifs qui permettraient de favoriser le développement des crèches en entreprise, par exemple? Si, tout à fait. C'est une piste qui est étudiée. C'est fait dans d'autres pays. Il faut voir si ça peut être réalisé à la fois par les entreprises elles-mêmes ou même par les structures de petite enfance, en fait, pour compléter leur activité et au final assurer un service pour les parents qui est bien meilleur. Il y a une question pour vous, Christopher Gigès. Olivier est au téléphone avec nous. Bonjour Olivier, soyez le bienvenu. Bonjour à tous, bonjour M. Gigès. Je voulais savoir, vous parlez des personnes âgées, on sait aujourd'hui qu'on a des difficultés financières. Quand on voit qu'on a que les jeunes générations ou les enfants ne sont pas toujours présents pour aider au soutien, au financement de l'accueil des personnes âgées, est-ce que vous avez prévu dans vos actions d'agir sur les obligations alimentaires pour les rendre applicables sur le territoire? Merci Olivier, vous avez compris la question? Je crois que c'est sur la responsabilisation des enfants par rapport aux personnes âgées, si j'ai bien compris. La question d'Olivier est extrêmement intéressante et c'est une des thématiques en effet qui a été abordée. On voit au final qu'avant, il y a quelques années, les personnes âgées restaient au sein de la famille et finalement faisaient partie du cadre familial et on parlait des crèches tout à l'heure et finalement c'était l'accompagnement des jeunes enfants était assuré par les personnes âgées. C'est ce lien familial qu'on doit retisser et on ne peut pas avoir des enfants qui laissent complètement de côté leurs vieux et leurs parents, c'est pas acceptable. Oui, on reste au standard avec Roberto qui nous a rejoint. Bonjour Roberto. Bonjour monsieur. On vous écoute. Voilà, moi ça fait depuis presque 2 ans maintenant que je suis à la retraite. Hein, et j'avais des antécédents médicaux, enfin bon, j'avais des problèmes de santé pas mal, je suis en longue maladie. Mais voilà, les derniers temps, là, on m'a coupé ma retraite pendant 2 mois. Net, comme ça, là, que je touche plus rien. Absolument rien du tout. Alors, comment moi je vais faire pour vivre? Déjà que je reste sous une toile de tente à Pouet. Et pourquoi est-ce qu'on... Il y a aussi de Noël et de 1er janvier que je passe là-bas. Et pourquoi vous a-t-on coupé la retraite, Roberto? Pourquoi vous a-t-on supprimé votre retraite? C'est pour payer mon hôpital. Ah, d'accord. On a bien entendu votre... Averti, je veux dire, donner de sommation, hein, c'est coupé. Hein. Ouais. Roberto, merci. On a bien compris votre question, enfin votre problème, et on essaye d'y répondre. Christopher Gigès. C'est ça aussi, cette réalité-là. Ces personnes âgées qui vivent beaucoup plus longtemps, qui sont d'une certaine manière aussi en meilleure santé avec le progrès de la médecine. Elles ont envie de s'exprimer, d'avoir accès à des activités. Comment les aider, puisqu'il y a beaucoup de ces personnes âgées qui sont dans des situations précaires? Ouais, je reviendrai juste à la question de Roberto qui est extrêmement intéressante et qui touche au pouvoir d'achat des personnes âgées et notamment des petites retraites. On voit dans les différentes études que en fait, les personnes âgées sont les premières impactées sur la baisse de pouvoir d'achat ces dernières années avec la mise en place de différentes mesures. Et finalement, quand on a la retraite, naturellement, on touche moins. Et donc, du coup, ce que vous disiez, Monsieur Belmont, c'est qu'il y a une dégradation en fait des conditions de vie pour certaines personnes. Et il y a la question particulière du complément retraite de solidarité, aujourd'hui qui avait été mis en place en même temps que le minimum vieillesse, avec une minimum vieillesse pour des personnes qui n'ont pas cotisé. Et en fait, il y avait une différenciation à l'époque entre les personnes qui avaient cotisé et les personnes qui n'avaient pas cotisé, 85 000 francs pour le minimum vieillesse et 90 000 francs pour le complément retraite. Le gros problème, c'est que le minimum vieillesse, personnes qui n'ont pas cotisé, a été indexé sur l'inflation, donc aujourd'hui est à 88 000, et le complément retraite pour les gens qui ont cotisé reste à 90 000 parce qu'il n'est pas indexé sur l'inflation. Et ça, très clairement, c'est une mesure qu'on a souhaité proposer au gouvernement et qu'on proposera au gouvernement avec l'intersyndicale de retraités qui s'est constituée ces derniers mois, avec également la mise en place d'une carte senior pour favoriser le pouvoir d'achat des personnes âgées. Et une personne comme Roberto, aujourd'hui, qui se trouve dans cette situation difficile, comment on peut l'aider ? Il y a des dispositifs d'aide sociale, mais c'est extrêmement compliqué. Je comprends la détresse de Roberto, finalement, parce que je suppose, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une saisie pour payer ses frais hospitaliers. Il faut qu'on arrive à mettre en place un dispositif d'accompagnement de ces personnes âgées qui se retrouvent sans ressources et qui puissent... J'ai entendu qu'il était sous une tente à Pouet. Ouais. C'est pas acceptable dans une société comme la société calédonienne d'avoir ce type de situation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conseil de la famille, vous pouvez, vous qui êtes en charge de la
famille, prendre contact avec Roberto pour examiner sa situation? Non, là, le conseil de la famille ne peut pas tout. Il y a des services d'aide sociale qui doivent être mis en place. Ce que pourra faire le conseil de la famille, ensuite, les différentes institutions que sont le gouvernement ou le Congrès, c'est de prévoir un plan d'accompagnement pour les personnes âgées en situation de grande précarité. Et ça, il faut le mettre en place. C'est pas acceptable d'entendre des choses comme ça. Oui, vous le soulignez tout à l'heure, Bruno. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Roberto? Quel conseil vous pouvez lui donner éventuellement? Vers qui peut-il se tourner pour sortir de cette situation? De ce que je peux dire sur la situation de Roberto, ensuite je ne connais pas exactement la situation. On connaît pas le dossier, oui. Je ne connais pas le dossier, donc je ne veux pas dire des bêtises, mais de se rapprocher des services provinciaux, des services d'accompagnement sociaux des provinces pour l'accompagner. Enfin, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément au niveau du gouvernement, c'est pas forcément une compétence, mais il peut prendre la tâche de mon cabinet, je le recevrai bien volontiers pour qu'on puisse évoquer son dossier et voir comment on peut l'accompagner. Il peut contacter le gouvernement et demander mon cabinet et je le recevrai bien volontiers. Voilà, on va garder son numéro de téléphone dans un coin. Absolument. Christopher Gigès, vous le signez tout à l'heure. La famille calédonienne aujourd'hui a changé et ça, il faut le prendre en compte. Qu'est-ce qui a changé dans la famille calédonienne? Il y a beaucoup de choses dans la famille calédonienne qui a changé. C'est que et c'est très bien, les femmes travaillent plus, mais les personnes âgées, finalement, il y a plus de cette solidarité qu'il y avait par le passé, finalement, ce que je disais tout à l'heure, où les parents restent à la maison pour assurer la garde des enfants et être accompagnés au sein des foyers. Il faut retrouver cette solidarité au sein des familles calédoniennes, et ça se passe dans toutes les familles calédoniennes, peu importe l'ethnie, peu importe le lieu. J'étais il y a quelques temps en province des îles, où il y a cette solidarité qui existe plus que dans le Grand Nouméa, où il y a plus de mode de vie à l'occidental, mais ils sont également touchés par ces problématiques où en fait les personnes âgées restent seules chez elles et finalement se retrouvent vulnérables de bien des situations. Préserver la solidarité familiale. Tout à fait. Merci Christopher Gigès, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement en charge de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.